Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'atelier de Pax. Merci toujours de suivre les contenus. Je vous ai préparé donc un vrai faux, un spécial PC gamer. On va casser un petit peu les mythes. J'ai sélectionné une série de questions bien pertinentes, vous allez voir. Et du coup, on va répondre à tout ça. J'ai le PC encore en train de tourner parce que la vidéo elle était faite hier et j'ai déjà vu des commentaires. Donc il y avait déjà une série de questions sur ce PC là. Donc je vais pouvoir aussi répondre en fin de vidéo sur les questions sur ce boîtier là. Et en fin de vidéo, je vais avoir besoin de votre avis parce que je vais monter un build sur un PC bien particulier et je voudrais avoir l'influence de ma communauté sur ce futur PC. C'est important pour moi, donc je vais avoir besoin de votre aide en fin de vidéo. On ne perd pas une seconde, on passe tout de suite au moment sponsor des clés Windows. Donc je vous dis à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Et bien voilà, donc on se retrouve, on va commencer tout de suite par les premières questions. La première, c'est est-ce que si j'ai un processeur AMD et une carte graphique AMD, j'aurai des meilleures performances? Faux, et totalement faux. Et bien heureusement aussi pour AMD. Vous imaginez qu'AMD se priverait de vendre des cartes graphiques AMD à tous les possesseurs de processeurs Intel? Ils sont pas dingues, ils sont pas fous. En tout cas, pour le moment, c'est complètement faux et bien heureusement. Donc vous pouvez avoir un processeur de chez AMD et une carte Nvidia aussi bien qu'un processeur Intel avec une carte graphique AMD et fort heureusement. Question numéro 2. Est-ce que si j'ai donc mes périphériques clavier et souris avec une prise PS2, je serai plus performant? Alors qu'est-ce que c'est qu'une prise PS2? Je vous montre ça tout de suite. C'est une connectique qu'on avait à l'époque, il y a une quinzaine d'années ou même plus encore. Il n'y avait que ça, il n'y avait même pas d'USB à l'époque. Donc on fonctionnait par ça. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut avoir ça pour avoir de meilleures performances? Et il termine la question, paraîtrait-il que les plus gros gamers, les plus gros professionnels dans le gaming, dans l'e-sport, c'est ce qu'ils utilisent? Faux et vrai. Ça va être la seule question que je vais répondre comme ça, mais je vais quand même vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on prend une carte mère, lorsque vous mettez donc ces fameuses prises PS2 qu'on a vues à l'instant, lorsque vous les slottez ici, ils ont un chemin de discussion directement avec le processeur. C'est-à-dire que vous cliquez, vous appuyez sur une touche, flèche, gauche, droite, gauche, et tout de suite l'instruction elle part et elle est prise en charge directement par le processeur. Alors que si vous slottez donc en USB votre clavier de souris, ça ne va pas directement au processeur. Ça va faire un petit cheminement jusqu'à votre chipset. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chipset? Le chipset, c'est un microprocesseur qui est induit directement à votre carte, qui aura un langage particulier avec votre processeur. Donc ce microprocesseur, donc ce chipset-là, va gérer les SATA, va gérer les USB, va gérer votre son. Tout va passer par ici avant d'aller directement au processeur. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand vous allez cliquer, ça va faire tout ce petit chemin-là et après ça va aller au chipset. Mais du chipset, ça ne va pas aller directement au processeur. C'est votre processeur qui va demander est-ce qu'il a une instruction en attente, un clic en attente ou la touche S ou P en attente. Et là, du coup, il va dire oui, j'ai un clic droit en attente. Et de là, il va dire ah je le récupère, je le gère et je le mets donc en action. Et effectivement, sur le papier, c'est beaucoup plus lent de passer comme ça. Ce qui est tout à fait logique que si je mets donc cette prise PS2, je suis en direct. Donc oui, c'est plus rapide, sauf que vous ne verrez rien, vous ne verrez que du feu. Parce que tout simplement, déjà, les instructions qui vont passer, ça va se passer à la vitesse de l'électricité. Donc c'est de l'instantané. Et en plus de ça, la consultation du processeur
au chipset pour savoir s'il a une commande en attente, et ben en une seconde, il va le consulter peut-être 100 fois ou 200 ou 400 fois. Donc vous ne verrez aucun impact. C'est-à-dire qu'à l'œil humain, et même si vous êtes un super humain, vous ne verrez aucune différence entre cette prise-là et la prise en USB. Donc oui, sur le papier, et oui, techniquement, c'est plus rapide, sauf que aucun humain sur Terre ne pourra sentir la différence. S'il y a des plus grands joueurs gamers au monde en e-sport qui le font, ça doit être 1 ou 2, mais sinon pas plus, je vous garantis. Non, alors moi je ne connais pas tous les e-sport gamers du monde, mais je peux vous garantir qu'ils sont la plupart d'entre eux avec de l'USB et ça se passe très très bien. Donc le gars qui vous dit moi, je me suis pris une balle dans la tête sur Warzone parce que quand j'ai cliqué, c'est pas sorti tout de suite, la balle n'est pas sortie tout de suite. Croyez-moi, s'il a pris une balle dans la tête dans Warzone, c'est parce que tout simplement le mec était en face de lui, était beaucoup plus rapide ou qu'il avait donc une latence plus rapide que lui, donc c'est-à-dire une connexion internet de meilleure qualité. Et donc du coup, il a eu un ping favorable et il a pu le buter avant. Mais c'est certainement pas induit à sa souris. Question numéro 3. Faut-il obligatoirement un i9 pour pouvoir jouer en très très bonnes conditions? Eh bien non, et fort heureusement, un i9 ne s'adresse pas aux gamers. Alors si vous avez un i9 pour gamer, ça fonctionne très très bien, forcément, c'est un très très bon processeur, mais un i9 c'est un processeur professionnel. Et il ne vous faut même pas un i9, il ne vous faut même pas un i7, déjà avec un i5, un i3, vous gamez déjà très très bien. Par exemple, juste un i3, un 11400F fonctionne très très bien et pourtant c'est un i3. Il faut savoir qu'aujourd'hui 75% des gamers en France jouent en définition 1080p et pour ce type de définition, ce type de processeur fonctionne très très bien et est largement suffisant. Alors, si vous avez un i9, tant mieux. Si vous avez un i7, tant mieux. Mais un i9, c'est vraiment une gamme professionnelle. Ça vous sert aussi à faire des rendus, ça vous sert aussi à faire du montage vidéo et plein d'autres applications et pas uniquement en jeu. Voilà. Question numéro 2. Faut-il obligatoirement un monstre à plus de 1500 € en termes de PC pour pouvoir gamer? Non, 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 clairement non. Et bien heureusement, surtout avec la descente maintenant des prix de cartes graphiques, bien entendu que non. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une 3060 ou une 3070 ou une 6700, par exemple, ça fonctionne très très bien en carte graphique, surtout pour jouer en 1080p, vu que 75% des gens jouent en 1080p, donc il n'y aura vraiment pas d'impact à ce sujet-là. N'ayez crainte. Je vous dis, une petite config comme je suis en train de vous la donner, c'est certainement pas ce prix-là et vous allez pouvoir jouer très bien, même en 1040p, ça fonctionne très très bien. Alors si vous avez les moyens de faire plus, bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui veut jouer, mais moi je veux jouer en 4K avec toutes les particules, le ray tracing tout activé, et effectivement là il va falloir mettre plus d'argent au bout parce que là on va demander quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus compétent, mais il faut déjà avoir un ordinateur avec un écran en 4K et juste le prix d'un moniteur en 4K, c'est pas du tout le même prix, donc ça va de soi. Mais pour la moyenne des gens, non, aujourd'hui ça ne sert à rien d'avoir un monstre pour jouer donc en bonnes conditions. Alors, est-ce que la carte graphique, c'est la chose la plus importante? Question numéro 4, pardon. Est-ce que la carte graphique, c'est la… Même 5, on est à la question numéro 5, on va trop vite. Mais c'est le principe du vrai-faux, c'est d'aller vite. Alors, est-ce que la carte graphique est l'objet le plus important lorsqu'on joue? Oui, forcément, mais pas que. Il faut aussi le processeur en face et il faut aussi avoir un bon combo en RAM. C'est pas que ça, donc effectivement une carte graphique va vous garantir d'avoir quand même des bons jeux, mais si derrière vous n'avez pas le bon processeur, et je vous laisse ici une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est très très détaillée sur les cartes graphiques. J'explique vraiment tout, comment elles fonctionnent, à quoi sert la VRAM, à quoi sert le processeur graphique, comment elle fonctionne par rapport à votre carte mère avec votre processeur et votre RAM. Je vous explique tout, n'hésitez pas à aller la voir. Là, vous aurez vraiment toutes vos informations. Mais ce qui peut se passer, c'est que si vous n'avez pas le bon processeur en face et la bonne carte mère en face, vous pouvez avoir un bottleneck. Donc, j'explique ce que c'est qu'un bottleneck, mais en gros, c'est un entonnoir. Et donc, du coup, ça va réfréner. Mais vous pouvez avoir un bottleneck aussi lié au processeur, mais aussi un bottleneck lié à la carte graphique. Donc, effectivement, la carte graphique, c'est un élément important, mais pas que. Question numéro 6. Il me faut obligatoirement une grosse alimentation pour pouvoir faire tourner tous mes jeux. Alors une alimentation, il y a un petit peu de tout, j'ai dit un petit peu de tout, mais c'est des questions que je trouve pertinentes parce qu'elles me reviennent souvent, donc c'est que les gens se posent vraiment la question.
c'est pas parce que vous avez un PC qui va consommer 500 watts que si vous allez mettre une alimentation de 1000 watts, vous allez avoir plus de FPS. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il faut faire un calcul. Mon processeur prend 100 watts, ma carte graphique prend 200 watts, donc ça fait 300 watts les deux. Combien je vais user par exemple sur mes ventilateurs? Vous faites un cumul de tout. Par exemple, si vous arrivez à 500 watts pour la totalité, si vous avez une alimentation de 1000 watts, l'alimentation va lui délivrer 500 watts. C'est l'alimentation qui va en avoir sous le pied, pas le PC. L'alimentation peut délivrer jusqu'à 1000 watts. Mais si votre PC ne sait pas lui demander 1000 watts, et ben il va le délivrer que 500 watts. Donc ça ne sert strictement à rien d'avoir une alimentation surdimensionnée. Moi je conseille toujours de prendre au moins 20% supplémentaire parce que si demain vous devez changer un équipement quelconque, que vous n'ayez pas besoin de changer votre alimentation, clairement. Mais en tout cas, non les amis, d'avoir une alimentation surdimensionnée, ça ne va pas vous donner un boost dans les FPS. Malheureusement, ça aurait été trop magique. Prochaine question. Il faut minimum en ce moment 32 Go de RAM pour pouvoir jouer en bonnes conditions. Faux. Il y a beaucoup de faux là. Moi j'ai connu il n'y a pas très longtemps, il y a encore 5 ans, c'était minimum, c'était 8 Go de RAM. Après il y a quelques temps, on est passé à 16. Alors pourquoi de la RAM? Pourquoi? Donc n'hésitez pas à voir la vidéo que je vous ai dit sur la carte graphique parce que je vous explique un petit peu tout ça. Mais en soi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans vos jeux, par exemple, la RAM sert surtout à stocker des éléments que lorsque votre processeur va en avoir besoin pour faire ses calculs, eh ben, il va pouvoir se servir à côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre carte graphique qui va être là, elle va juste faire autre chose. Elle ne va pas calculer le jeu, elle va calculer le rendu visuel que vous allez voir. Mais le calcul du jeu va se faire au niveau du processeur. Donc, lorsque vous avez de la RAM ici, par exemple 128 Go de RAM, alors à ce moment-là, on y va à 128 Go de RAM. Est-ce que je vais avoir plus de FPS? Pas du tout. Parce que si votre jeu ne va utiliser que par exemple 12 Go de RAM sur votre RAM, ben, tout le reste, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien, vous allez juste être équipé pour les décennies et décennies à l'avenir. Il ne va vous voir vraiment aucune différence. En gros, je vais vous expliquer. Lorsque vous survolez par exemple le map de GTA en avion, ben vous avez énormément d'informations. C'est du paysage. Vous allez avoir des arbres, des routes, des bâtiments, des voitures. Et tout ça, va falloir le stocker. Quand vous allez avancer dans l'île, pour pas que ça pop au dernier moment, que vous voyez apparaître au dernier moment, il va devoir commencer à préparer ses calculs. Il va chercher les informations donc, sur votre disque dur et il va les mettre sur votre RAM. Et dès qu'il en a besoin, il va les chercher. Mais si par exemple vous n'avez que 8 Go de RAM aujourd'hui, ben, le jeu ne va pas cracher. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, à la place d'aller dans un moyen très rapide d'aller chercher les informations, il va devoir aller passer encore une fois par son chipset à la prise SATA à votre disque pour prendre l'information. Et donc du coup, c'est moins rapide forcément que s'il l'avait directement sur votre RAM. Je vais vous expliquer ça de manière très limpide. Si je suis en train de préparer un cake, voilà, hein, j'aime bien les cakes. On va se faire un petit gâteau. Donc si je dois préparer un gâteau, je suis sur mon plan de travail, je ouvre mon frigo, je prends des œufs, je prends la farine, j'ai tout derrière moi. Mais si au dernier moment je m'aperçois qu'il manque le beurre et qu'il faut que j'aille chercher le beurre au magasin, et bien effectivement, ça va me prendre beaucoup plus de temps de faire un aller-retour au magasin que juste de me retourner et aller chercher le beurre dans le frigo. C'est exactement ce qui se passe. Là, votre frigo, c'est votre RAM. Tant que tous les éléments sont sur votre RAM, ça va être très rapide. Et si il n'en a pas, il ne va pas cracher, il va juste prendre plus de temps. Il va aller sur votre disque dur, chercher les informations et il va les prendre. Donc, 32 Go de RAM aujourd'hui, c'est un peu overkill. Il n'y a que 2 ou 3 jeux aujourd'hui qui dépassent les 16 Go. Les gens qui ont déjà 32 Go de RAM aujourd'hui, bah vous êtes juste bien tranquille pour les années à venir, voilà, tout simplement. Mais ceux qui sont encore aujourd'hui à 16 Go de RAM, ça fonctionne très bien. 8, c'est un petit peu juste, mais comme je vous ai dit, ce qu'il va faire, bah, il va aller à la boutique, il va aller au magasin, il va aller sur son disque dur, chercher les informations qu'il a besoin. Mais votre jeu ne va pas cracher. Vous aurez juste au dernier moment, vous allez rentrer dans un paysage, vous allez voir qu'il y a un arbre qui va popper ou quelque chose qui va popper au dernier moment. Voilà ce qui risque de se passer. On va continuer sur la RAM. Il faut un casse minimum sur ma RAM. Alors le CL, donc aujourd'hui, on voit aujourd'hui que donc, les RAM ont des CL de plus en plus importants, c'est-à-dire que la DDR5 aujourd'hui offre des CL plus importants qu'offrait la DDR4. J'ai fait une bonne vidéo, je vous mets la pub de toutes mes vidéos aujourd'hui sur la RAM. N'hésitez pas à aller la voir parce que j'explique aussi ça très bien avec des petits dessins, c'est plutôt bien expliqué. Donc c'est pareil en fait, le plus important, donc c'est faux, donc j'insiste bien, donc réponse faux.
Parce que tout simplement, le plus important dans votre RAM, c'est votre fréquence. C'est elle qui va être quand même le facteur le plus important. Bien entendu, à RAM égale, par exemple, si je prends de la RAM à 4000 et il y en a un avec un CL beaucoup plus inférieur, ce sera plus intéressant de l'acheter. Mais ça ne sert à rien d'aller claquer 100 € ou 50 € pour ça, parce que les résultats, ce sera pin-up. Le plus important aujourd'hui, ça reste la fréquence. Le CL, c'est bien de descendre, mais ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple la DDR5, on voit que la DDR5 aujourd'hui ça fait du 5000, du 6000, du 7000, beaucoup plus que la DDR4, mais pourtant ils ont un CL supérieur. On ne va pas inventer des technologies pour passer d'une DDR4 à une DDR5 pour avoir des choses plus lentes. Donc beaucoup de gens sont focalisés sur le CL, donc sur le casse. Sachez que ça a une importance, je ne dis pas que le CL n'a pas d'importance, mais ce qui est le plus important, c'est votre fréquence. Comme sur le petit tableau que je vous montre, donc le plus important, on s'aperçoit que pour avoir un meilleur résultat, même si vous avez un casse supérieur, si la fréquence est largement supérieure, eh ben vous êtes quand même dominant. Donc ça, c'est pour le casse. On enchaîne. Hein. Est-ce qu'un overclocking me serait utile en game? Clairement, oui. L'overclocking, évidemment d'un processeur ou d'une carte graphique, va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Pour tous ceux qui ont une vieille configuration ou une configuration un petit peu plus légère, d'overclocker son processeur, d'overclocker sa RAM, vous allez aller plus loin, forcément, parce que vous allez augmenter sa fréquence de calcul. En augmentant sa fréquence de calcul, il va faire des calculs, il va faire plus de calculs à un temps déterminé. Donc ça va aider, donc oui, overclocker si vous pouvez overclocker. Attention d'avoir le bon système de refroidissement en face, parce qu'on va passer à la question numéro 2 justement, qui est liée à la question numéro 1. Est-ce que d'avoir un water cooling me rend plus efficace en jeu? Oui, je sais, on entend tout et n'importe quoi. Oups, mais il va falloir tout expliquer. Donc, bah oui et non. Encore, en fait, il y a eu un deuxième oui ou non en fait. Pourquoi un water cooling et à quoi sert le principe propre du water cooling? Le principe propre du water cooling, c'est pour pallier à un phénomène où j'ai encore fait une vidéo, je vous mettrai aussi comment choisir son processeur, où j'explique l'hyperthreading, le turbo boost, où j'explique tout ce qui sert à un processeur. Donc n'hésitez pas aussi à la voir. Mais en gros, lorsque vous montez à une certaine température, votre processeur va se brider pour se mettre en sécurité. Et ce phénomène-là s'appelle le thermal throttling, c'est-à-dire qu'il va descendre son voltage. Donc par exemple à 1.30 volts, il va passer à 1.20 et il va descendre sa fréquence. Parce que qu'est-ce qui fait chauffer un processeur? Ce sont ces deux paramètres, son voltage et sa fréquence. Donc si vous montez à des grosses températures, ce qui va se faire, c'est qu'il va brider. Alors que si vous avez un système de refroidissement bien efficace en face, et lui forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller un petit peu plus loin dans les performances parce qu'il ne sera pas bridé. Le phénomène de thermal throttling n'existera pas. Donc, mais par contre, si vous voyez qu'en game, malgré votre matos que vous avez, vous allez télécharger un petit soft qui s'appelle Core Temp. Je vous le mettrai en lien si vous voulez, un petit logiciel qui s'appelle Core Temp. Vous regardez vos températures pendant que vous gamez de votre processeur. Si vous voyez que vous avez au maximum 85 degrés, ça veut dire clairement qu'il n'y aura pas eu de thermal throttling. Normalement, c'est avec une température supérieure qui commence à apparaître, à être actionné. Donc, est-ce que l'overclocking c'est efficace? Oui, mais si vous n'avez pas le bon système de refroidissement en face, vous pouvez l'osser, mais si du coup il va se réguler, il va se brider, du coup vous n'en sentirez pas forcément les bienfaits. Question suivante. Mon œil ne regarde que 24 images par seconde. Alors ça, c'est quelque chose qui traîne et je vais même vous dire quelque chose. Je me souviens de mon prof de sciences de 5e à l'époque qui m'avait dit la même chose. Donc c'est pour vous dire comment il y a des idées dures. L'œil ne regarde pas 24 images par seconde. Je vous montre ce que c'est la différence avec une autre image qui va plus vite. Vous allez voir que 24 images par seconde, ça lag carrément. L'œil ne fonctionne pas à des images par seconde. Là, il y a quelque chose qui ressemble à des capteurs. Par exemple, aujourd'hui, derrière votre rétine, il va capter surtout la lumière. Et au fond, ce qui va se passer, c'est qu'il va transmettre tout ça par un nerf optique à votre cerveau. Et donc, ça fonctionne à la vitesse de l'électricité. Donc, c'est quasiment de l'instantané. Ce n'est pas du 24 images par seconde. Vous l'avez bien vu, on voit vraiment un vrai décalage. Donc ça, c'était pour revenir à la question suivante. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment aller sur 120 images par seconde? Moi, je pars sur le principe qu'à partir du moment où on arrive à obtenir 60 images par seconde, on commence à jouer d'une manière confortable. 75, c'est déjà aussi très très bien. Si on peut jouer à 120 images par seconde ou à 100 images par seconde, c'est juste parfait, bien entendu, c'est le top. Mais
Jusqu'à 75, 60, c'est déjà très très bien. Donc ça ne sert à rien par exemple de changer une configuration entière juste pour se dire mais je ne suis qu'à 65 images par seconde. C'est déjà assez fluide, c'est déjà confortable. Alors bien entendu, si vous avez les moyens financiers d'aller au-dessus, oui, je comprends bien entendu, allez-y, c'est toujours une histoire de moyens. Mais sinon, à partir de 75-60, c'est déjà pas mal. Vous savez qu'aujourd'hui, 75% des Français jouent en 1080p. Donc pour du 1080p aujourd'hui à 60 images par seconde, une petite configuration est capable de vous la donner. Donc en plus, ça vous permet de faire des économies. Si vous avez les moyens, passez au-dessus. Ça fonctionnera toujours très très bien. Question suivante. Celle-là, elle perdure cette question. Celle-là, je l'entends encore, c'est quand même dingue. Si j'installe mes jeux sur un SSD, est-ce que j'aurai plus de FPS? Faux, 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 faux. J'espère que cette question va arrêter de revenir tout simplement. Aujourd'hui, lorsqu'on installe un jeu sur un SSD, la seule gap que vous allez avoir, c'est le temps de chargement. C'est-à-dire que lorsque vous allez double-cliquer sur votre jeu, le temps que le jeu soit effectif, soit jouable, à la place qu'il mette 1 minute, il va peut-être mettre 40 secondes. En termes d'images par seconde, vous allez peut-être gagner 1, 2 à 3 grand max. Une fois, j'avais fait l'essai il y a peut-être 2 ans. Donc, vous allez peut-être gagner 2, 3 grand max. Donc, quelque chose qui ne sert strictement à rien. En tout cas, ça sert, sauf si vous avez les moyens, bien entendu, de tout stocker sur un SSD et que pour vous, le temps de chargement, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, tout va avec. Et de là, à ce moment-là, oui, c'est compréhensible. Mais sinon, non, vous allez avoir aucun impact. Voilà les amis, donc maintenant on va parler du PC. J'ai eu 2 questions qui sont survenues, qui sont tout simplement déjà tes ventilos sont en train d'envoyer de l'air chaud sur ton PC. Mais mes ventilos ne sont pas en train d'envoyer de l'air chaud sur mon PC, tout simplement, vous allez le voir. Ici, j'ai un petit vide, donc d'une 30-40 mm, où les ventilos envoient là-dedans et du coup, c'est en train de repousser. Donc, il y a une plaque qui sépare bien, effectivement, entre la partie refroidissante et la partie carte mère. Et ici, donc j'en ai un autre, vous allez voir, j'ai un autre radiateur ici où j'ai un petit peu plus, je dois avoir entre 40 et 50, voire peut-être 60 mm de pouvoir de refouler donc l'air chaud. Et tout ça, l'air chaud, comme vous savez, l'air chaud remonte tout le temps, donc il n'y aura pas d'impact là-dessus. Et il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là parce que la poussée est plus facile que l'extraction sur un radiateur et ça aurait été beaucoup plus difficile d'extraire de l'air à travers les grilles d'un radiateur et en plus dans un espace réduit. Donc c'est mieux que ça fonctionne dans ce sens-là, la question est légitime. Ensuite, ton système anti-fuite, mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors j'ai fait une bonne vidéo sur ce système anti-fuite, on va laisser le mettre en bonne position pour que vous puissiez bien comprendre, mais j'ai fait une vidéo aussi là-dessus, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc sur la vidéo, on me voit percer un tuyau, couper un tuyau, donc là on voit vraiment qu'il n'y a aucune fuite, rien du tout, ça passe, en fait c'est même le contraire, ce système anti-fuite, en fait il fait une dépression et à la place que ce soit le liquide qui sort, c'est l'air qui rentre. Donc il dépressurise et ça rentre dans le réservoir et l'air ressort par ici. Donc là il y a un petit compresseur. On m'a posé aussi dans la question où est-ce qu'il se met? Il se met toujours sur le top des réservoirs, là où justement on peut avoir de l'air. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? On m'a posé aussi la question. Donc non seulement de garantir un système anti-fuite, et il faut savoir que je comprends que quelqu'un qui se met dans le water cooling aujourd'hui et qui a un peu confiance se dit ah, mais si demain j'ai une fuite, je vais cramer tout mon matériel. Donc ça peut être compréhensible. Mais justement, il offre aussi quelque chose, c'est que en plus de ça, c'est qu'il peut arrêter votre machine. Donc il décide d'arrêter votre machine, donc il va caler votre machine et lui va continuer toujours à fonctionner. Donc même avec la machine éteinte, parce qu'il va fonctionner en veille. Donc c'est-à-dire que même quand votre PC ne fonctionne pas, lui ils vont fonctionner. Il faut tout simplement qu'il y ait la prise secteur d'allumer et que vous ayez le bouton on sur l'alimentation. Et de là, il va toujours quand même bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? On m'a posé aussi la question et on en fait plein, pas mal d'autres options. Une chose qui fait pas mal aussi, c'est lorsque vous faites un circuit de water cooling, généralement, il faut plusieurs jours pour vider toutes les micro-bulles d'air qui sont un peu dans les water blocks, un petit peu dans les radiateurs. Et lui, il a un petit système, en 15 minutes, il vous vide tout ça. Donc, il met tout ça en dépressurisation et toutes les bulles partent. Et ça, c'est plutôt génial, c'est un gain de temps. Donc voilà, je ne peux pas vous donner un lien pour pouvoir acheter ça parce que tout simplement, il est même en rupture de stock partout. J'ai mis un lien sur la vidéo d'hier où c'est le système en entier avec la pompe, enfin c'est la totale.
Voilà, mais lui en lui-même, en ce moment, il est en rupture de stock parce que ça fonctionne très bien et c'est le seul fabricant à proposer ça. Donc effectivement, il a tout pour lui en ce moment. Antec m'a envoyé un torque. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble, vous devez déjà le connaître. J'en ai fait un il y a peu de temps. Je vous montre aussi les images d'ailleurs pour les French Hardware. Donc je me suis régalé en water cooling, je me suis régalé aussi à le customiser. Et là, je voudrais donc en faire un autre parce qu'il m'envoie donc un torque et j'aurais voulu avoir une influence de la communauté sur ce torque. Donc je vous demande de me laisser en commentaire s'il y a une influence, je ne sais pas, la NASA, oui moi je suis toujours autour de la NASA, je sais que bientôt il va y avoir le nouveau Call of Duty qui va sortir, on m'a dit ça encore tout à l'heure. Donc si vous avez une influence ou un film de cinéma ou quelque chose qui vous paraît très tendance en ce moment, s'il vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire pour avoir une orientation dans l'esthétisme de ce boîtier-là pour qu'on puisse faire quelque chose de très sympa. Et à ce moment-là, on fera une vidéo autour de ça et ça pourrait être super cool. Je tiens à remercier tous ceux qui sont encore là maintenant en fin de vidéo, sur tous les commentaires qu'ils m'ont laissé. J'avais demandé pour tous ceux qui sont encore en fin de vidéo de me laisser Pax jusqu'au bout. J'en ai eu pas mal. Sachez que c'est important parce que lorsqu'on fait un contenu, quand je fais une vidéo comme tous les autres créateurs, on fait une vidéo du début à la fin et c'est vrai que sur les courbes analytiques de YouTube, on voit vers la fin, comme tout le monde, descendre et je peux comprendre, aujourd'hui on est à l'heure actuelle de TikTok, tout le monde, je veux que ça aille vite, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de demander à des gens de regarder un contenu jusqu'au bout. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait parce qu'ils m'ont laissé ce petit commentaire, donc déjà à vous les survivants de la vidéo, à vous qui êtes restés jusqu'à la fin des vidéos, merci beaucoup parce que déjà ça soutient vraiment la chaîne et on se sent moins seul en fin de vidéo déjà, sincèrement. Et donc à vous déjà un 2 fois plus merci. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et en tout cas, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour la future vidéo à l'atelier de Pax. Ciao, ciao!